Un avion russe abattu, l'Europe à deux doigts d'une guerre. Accident ou provocation planifiée? Ce qui s'est passé au-dessus de Kaliningrad n'est pas un simple incident militaire, c'est un séisme stratégique. Un avion de transport militaire russe, en mission parfaitement régulière, strictement dans l'espace aérien russe, identifié, suivi sur son trajet, soudain frappé par un missile solaire, tiré depuis l'Estonie ou les pays baltes voisins. Moscou dénonce une attaque délibérée, un acte d'agression sans la moindre justification. Pas d'erreur technique, pas de violation de frontières. Pour la Russie, il s'agit d'un assassinat de ses citoyens, sur son propre territoire, et la riposte ne s'est pas fait attendre. Des frappes massives sur des installations militaires estoniennes et baltes, systèmes de défense aérienne et centres de commandement ciblés, pertes lourdes, infrastructures à l'arrêt. L'événement est qualifié d'acte de guerre par Moscou, menaçant tout l'équilibre régional. Mais faut-il croire à la version officielle d'une simple bavure? Ou assiste-t-on à une provocation orchestrée conçue pour tester la détermination russe en sacrifiant la sécurité de toute une région? Si cet incident est ignoré ou minimisé, c'est l'ensemble de la sécurité européenne qui vacille, et le risque d'une escalade incontrôlable, d'une véritable guerre en Europe, devient bien réel. Voyons en détail ce qui s'est réellement passé et pourquoi cet incident change la donne. Pourquoi la région baltique est-elle devenue un point chaud militaire? Pour le comprendre, il faut regarder la carte. Ici, la Russie possède une exclave stratégique, Kaliningrad, totalement entourée par des pays membres de l'OTAN, la Pologne au sud, la Lituanie au nord et à l'est. Kaliningrad n'a aucune frontière terrestre avec la Russie continentale. Sa survie dépend donc de couloirs aériens et maritimes strictement encadrés par le droit international, chaque vol ou convoi étant scruté de près par l'Alliance. Dans ce contexte, l'Estonie, minuscule pays d'à peine 1,3 million d'habitants, se retrouve en première ligne. Sa petite armée ne rivalise évidemment pas avec la puissance russe, mais elle accueille des systèmes de défense anti-aérienne modernes et des unités de l'OTAN, justifiant sa réputation de rempart de l'Ouest contre Moscou. Depuis des années, la tension ne cesse de monter. Exercices militaires, interceptions d'avions, cyberattaques et provocations diplomatiques rythment les relations entre la Russie et les États baltes. L'installation récente de systèmes de défense aérienne occidentaux a encore renforcé la méfiance russe, en particulier autour de Kaliningrad, que Moscou considère comme une cible potentielle en cas de conflit avec l'OTAN. Ignorer l'importance géopolitique de la Baltique, c'est sous-estimer à quel point tout incident, aussi isolé soit-il, peut dégénérer en crise majeure. L'équilibre est fragile et chaque geste compte. Alors, comment en est-on arrivé à ce point de rupture? Plongeons dans l'incident lui-même, comment et pourquoi l'avion russe a été abattu. Le crash, minute par minute, accident, erreur technique ou attaque planifiée? Revenons sur ce qui s'est vraiment passé ce matin-là. L'avion militaire russe, un Ilyushin 76 modifié, effectuait un vol parfaitement conforme à son plan. Décollage près de Moscou, direction Kaliningrad, en longeant la mer Baltique par un corridor international strictement balisé. À bord, il y avait du matériel militaire, des pièces détachées, de la nourriture, des médicaments destinés aux contingents russes isolés dans l'enclave, mais aussi près de 50 personnes, soldats, spécialistes civils, membres d'équipage. Rien n'indiquait un vol clandestin ou à risque. L'appareil volait à 8000 mètres d'altitude, signaux d'identification activés, trajectoire connue de tous les contrôleurs aériens de la région. C'est précisément alors que l'Ilyushin amorçait sa descente vers Kaliningrad que tout a basculé. Un missile solaire a été tiré depuis la frontière estonienne, plus exactement près de Valga, une zone où l'OTAN a récemment déployé ses défenses anti-aériennes. L'impact a été dévastateur. La roquette a touché un des moteurs, provoquant immédiatement un incendie et la destruction de la structure. L'équipage a tenté une manœuvre d'urgence, mais la chute était inévitable. L'avion s'est écrasé en zone inhabitée, dispersant les débris sur plusieurs kilomètres carrés. Aucun survivant. 30, 40, peut-être 50 vies anéanties en quelques minutes. Mais ce qui intrigue, c'est la nature même de l'attaque. Selon Moscou, une telle frappe ne peut pas relever d'une simple erreur humaine ou d'un caprice local.
Les systèmes de défense modernes exigent de multiples validations, donc une chaîne de commandement impliquée, à Tallinn, voire au niveau supérieur avec l'OTAN. Qui a donné l'ordre? Un geste impulsif local paraît improbable. Or, cette ambiguïté nourrit la tension. La moindre confusion sur les responsabilités peut pousser la crise vers une spirale incontrôlable. Mais quelles ont été les conséquences immédiates? Comment la Russie a-t-elle riposté à ce qu'elle appelle une provocation majeure? La riposte russe ne s'est pas fait attendre. La région plongeait dans la stupeur. Dès les premières heures suivant l'attaque contre leur avion, les forces russes ont lancé une vague de frappes massives et coordonnées contre des cibles stratégiques en Estonie. Des bases militaires, des systèmes de défense aérienne, des centres de commandement et des dépôts de munitions ont été visés. Une base aérienne estonienne a été entièrement détruite, tout comme une base navale clé sur la côte baltique. Les images diffusées montrent des explosions, des colonnes de fumée noire et des installations militaires réduites en cendres. Ce n'est pas tout. La Russie a également frappé des objectifs identifiés comme OTAN en Lettonie et en Lituanie, notamment des radars et des postes de commandement intégrés. Le message est limpide. Moscou ne se contentera pas d'une réponse symbolique. Pour le Kremlin, il ne s'agit plus d'un simple accrochage frontalier ou d'une erreur technique. La Russie considère désormais l'OTAN comme co-responsable de l'attaque, ne faisant plus de distinction entre forces nationales et troupes alliées déployées dans la région. Cette posture place l'Alliance atlantique devant un dilemme redoutable. Activer l'article 5 pour une défense collective ou tenter de contenir l'escalade malgré la pression de plusieurs États membres directement touchés. À mesure que la fumée des frappes s'élève, l'interrogation grandit. Sommes-nous à l'aube d'un conflit régional qui pourrait embraser toute l'Europe? Le risque est immense. Une riposte collective de l'OTAN plongerait le continent dans une guerre majeure, bouleversant non seulement la sécurité, mais aussi l'économie et la stabilité de chaque pays européen. Et dans cette montée des tensions, c'est la crédibilité de l'Alliance, tout comme la sécurité quotidienne des citoyens, qui sont désormais en jeu. Alors, quel scénario se dessine pour l'avenir de la Baltique et la sécurité européenne? Ce drame n'est pas un simple incident, c'est un avertissement pour toute l'Europe. Ce qui s'est passé en Estonie marque la fin d'une époque où certaines provocations pouvaient passer inaperçues ou rester sans réponse. Selon Moscou, l'impunité est terminée. L'attaque du missile solaire, qu'elle vienne d'une initiative isolée ou d'un acte coordonné, a offert à la Russie un prétexte parfait pour montrer sa détermination. Les frappes massives et ciblées contre les infrastructures militaires estoniennes envoient un message limpide. Toute agression, même indirecte, aura des conséquences immédiates et dévastatrices. Mais il y a plus grave. Cet incident donne à la Russie une justification pour renforcer son emprise militaire sur la région. On assiste peut-être aux premières étapes d'une transformation du paysage sécuritaire autour de la Baltique, où chaque erreur, chaque décision locale, peut provoquer une spirale incontrôlable. Pour les populations, le risque est tangible. Multiplication des frappes, pertes humaines, déplacement de civils, crise économique et pression sur les gouvernements. La paralysie des bases aériennes, la destruction des infrastructures et le chaos logistique pourraient ruiner des années d'efforts de stabilité et de développement. Cette crise met en lumière la nécessité absolue d'une coordination militaire stricte et de garde-fous robustes. Il suffit d'un tir mal interprété, d'un ordre mal transmis, pour déclencher une catastrophe. On voit ici les limites des automatismes et des systèmes d'armes complexes. La vigilance humaine et la diplomatie deviennent essentielles pour éviter l'irréparable. La leçon principale: la sécurité collective n'est pas abstraite. Ce qui semblait un simple incident local s'est transformé en crise régionale. Et tout faux pas peut entraîner une guerre ouverte dont personne ne sortirait vainqueur. Il est crucial de renforcer le dialogue, la transparence et la responsabilité à tous les niveaux. Car chaque décision, même prise à Tallinn ou à Bruxelles, peut déclencher une réaction en chaîne qui échappera à tout contrôle. Concluons sur ce que chacun doit retenir et pourquoi il est urgent d'agir. Restons lucides. L'Europe joue avec le feu. Et vous, quelle voie souhaitez-vous pour notre sécurité? Ce qui vient de se passer n'est pas un simple accident technique ni une erreur isolée.
Tout montre qu'il s'agit d'une provocation mûrement réfléchie, visant à tester les limites de la Russie, quitte à transformer l'Estonie et les pays baltes en champs de manœuvre stratégiques. Les frappes massives sur la base d'Emari, les dégâts irréparables sur les pistes et les radars, la paralysie des installations navales, la destruction du centre de commandement à Tallinn, ce sont autant de signaux forts. La Russie ne fait plus la différence entre cibles estoniennes et infrastructures de l'OTAN. Les stocks d'armes en Lettonie et Lituanie, les systèmes de défense anti-aérienne, tout a été frappé pour rappeler que, pour Moscou, l'Alliance Atlantique agit comme un seul bloc responsable. Alors, faut-il continuer à jouer la surenchère et risquer l'embrasement général? Ou repenser la sécurité européenne avant de franchir le point de non-retour? Derrière chaque décision, il y a l'avenir de nos pays, nos économies, notre paix. Ne laissons pas l'engrenage de la provocation et de la riposte aveugle décider pour nous. Partagez en commentaire. Pensez-vous que cette escalade était inévitable? Quelle alternative pour garantir la stabilité sans sombrer dans la guerre?